Un policier a traîné une femme noire hors de la première classe, puis le PDG de la compagnie aérienne l'a appelé directement pour s'excuser. Avez-vous déjà été témoin d'un moment si choquant et injuste qu'on aurait dit que le monde entier s'arrêtait pour reprendre son souffle? Imaginez un terminal d'aéroport bondé, le bourdonnement des valises roulant sur le sol brillant, le bourdonnement anxieux des voyageurs vérifiant leur téléphone, et une femme debout au centre de tout cela jusqu'à ce qu'un seul acte de cruauté brise l'illusion de sécurité en un instant. Elle est arrachée au confort de la première classe par un policier alimenté par les préjugés. Ce qui suit est un tourbillon de révélations, d'excuses et d'un extraordinaire coup du sort qui prouve que la justice peut frapper quand on s'y attend le moins. Cassandra Rutherford s'était habituée au regard croisé à 32 ans. Avec sa peau foncée, sa taille statuaire et sa présence charismatique, elle n'était pas vraiment du genre à se fondre dans la foule, mais ce n'était pas seulement son apparence qui attirait les regards. Cassandra possédait une confiance tranquille et un sourire chaleureux qui la distinguait comme quelqu'un qui méritait d'être remarqué. Sa vie professionnelle témoignait de son ambition. Elle travaillait comme directrice marketing pour une start-up technologique bien connue, voyageant à travers le pays pour présenter de nouvelles entreprises et sécuriser des investissements cruciaux. Chez elle, à Atlanta, elle était une fille adorée par ses parents vieillissants, une sœur aînée et une amie solidaire pour beaucoup. Son emploi du temps était souvent impitoyable, mais Cassandra s'épanouissait grâce à l'adrénaline de tout cela, l'agitation, le train-train quotidien, les montagnes russes d'une carrière en constante évolution. Elle aimait chaque seconde. Par un après-midi d'été humide, elle est arrivée à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta pour un autre voyage d'affaires. Cette fois, sa destination était Seattle, où elle avait une réunion cruciale avec des investisseurs potentiels pour son entreprise. Grâce à ses miles de fidélité, elle avait enfin obtenu le surclassement en première classe sur Delta Airlines. Un plaisir qu'elle s'offrait rarement, mais qu'elle attendait avec impatience alors qu'elle se promenait dans le terminal, son sac d'ordinateur portable à ses côtés. Elle se délectait de cette petite victoire. Le vol durerait près de 5 heures, et elle était heureuse d'avoir plus d'espace pour les jambes et de pouvoir rattraper son sommeil, ou peut-être regarder un film. Cassandra était habillée confortablement mais avec goût, un pantalon noir, un chemisier blanc impeccable et un cardigan lilas doux drapant ses épaules pour l'air frais de la cabine. Elle a vérifié son téléphone, aucun nouveau message de son patron ou de ses parents, puis s'est dirigée vers le point de contrôle de sécurité. Les files d'attente étaient assez typiques pour un mardi après-midi, et elle a fait la queue, remarquant les expressions variées autour d'elle, des hommes d'affaires fatigués, des vacanciers excités, et un couple de personnes âgées mal à l'aise tâtonnant avec leur carte d'identité. Elle leur a offert un sourire rassurant en passant. Finalement, elle est arrivée à la porte d'embarquement, où elle a repéré son avion à travers les hautes vitres. C'était un énorme Boeing 757 dans la livrée distinctive de Delta. La promesse d'un siège confortable en première classe la remplissait d'impatience. Elle a envisagé de prendre un latte au café du coin avant d'embarquer, mais a ensuite réalisé que le pré-embarquement avait déjà commencé et qu'elle ne voulait pas manquer l'occasion de s'installer tôt. Lorsque son groupe a été appelé en première classe avec les passagers ayant besoin d'aide, Cassandra s'est avancée. Elle a ressenti un petit frisson d'excitation. Voyager en cabine premium, même pour les affaires, avait toujours été quelque chose dont elle rêvait. Cela ressemblait à un signe de progrès dans sa carrière, une récompense pour son travail acharné. Elle a remarqué que quelques têtes se tournaient, les gens la jaugeant, se demandant peut-être si elle était une célébrité ou juste une voyageuse chanceuse. Elle leur a fait un signe de tête polie et s'est dirigée vers la passerelle à l'intérieur de l'avion. Elle a été accueillie par une hôtesse de l'air amicale qui lui a indiqué le siège 3, un siège côté hublot près de l'avant. Cassandra a souri et a remercié l'hôtesse de l'air en glissant son bagage à main dans le compartiment supérieur avant de prendre place. Elle a placé soigneusement son sac pour ordinateur portable sous le siège devant elle, le siège était déjà moelleux, l'espace pour les jambes spacieux. Elle a pris une photo rapide de son environnement pour célébrer cette petite étape et l'a envoyée à sa sœur avec un SMS qui disait « Je suis arrivée en première classe, espérons qu'ils ont les meilleures collations ». Alors qu'elle s'installait, l'hôtesse de l'air lui offrit une boisson avant le départ. Cassandra opta pour de l'eau. Sa gorge était sèche à force de se précipiter dans le terminal. Elle apprécia le calme du moment, parcourant son téléphone pour passer le temps.
Une semaine chargée l'attendait, mais elle se sentait confiante dans ses arguments et dans sa volonté d'impressionner les investisseurs de Seattle. Cassandra ne savait pas que le vol qu'elle espérait être un répit paisible deviendrait bientôt un champ de bataille de préjugés et d'injustice. La cabine, si sereine à ce moment-là, n'était qu'une simple scène préparée pour une rencontre dramatique qui résonnerait bien au-delà des limites de l'avion. Elle s'agenouilla devant Cassandra. « Mademoiselle Rutherford, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Nous avons du personnel médical en attente si vous souhaitez être examiné pour des blessures, et je vous aiderai personnellement à remonter à bord de l'avion si vous vous sentez à l'aise de le faire. » Cassandra apprécia l'inquiétude d'Helena, mais elle était encore sous le choc. « Je ne suis pas sûre, » murmura-t-elle en pressant sa main libre contre son front. « Je pense que je veux parler à la police. » De vrais policiers, pas un agent hors service qui abuse de son pouvoir. « Vous avez parfaitement le droit de déposer une plainte officielle, » lui assura Helena. « Nous allons vous soutenir. Nous avons toutes les informations nécessaires pour confirmer que vous étiez au bon siège, ainsi que plusieurs témoins et vidéos. » Cassandra apprécia ces paroles de réconfort, mais l'angoisse ne la quittait pas. « Je suis désolée que ce soit arrivé à ce moment-là, » ajouta Helena. Le téléphone de Cassandra vibra. Sa sœur l'appelait, probablement en réponse à la photo qu'elle avait envoyée plus tôt. Cassandra la laissa tomber sur la messagerie vocale, incapable de rassembler l'énergie nécessaire pour expliquer cette épreuve pénible. Elle savait que les vidéos circuleraient bientôt sur les réseaux sociaux. Un rapide coup d'œil sur Twitter le confirma. Son nom était déjà dans les tendances locales, accompagné de témoignages oculaires décrivant la scène horrible. Les rapports mentionnaient une femme noire anonyme forcée de quitter un vol Delta par un raciste hors service. Les hashtags commençaient à fleurir, #volant noir, #justice pour Cassandra. Les commentaires émotionnels affluaient en sa faveur, sans même connaître son nom complet. Internet se ralliait à elle en temps réel. Cassandra répondit enfin au deuxième appel de sa sœur, racontant l'incident d'une voix tremblante. À l'autre bout du fil, sa sœur était désemparée et outrée. Elle insista pour que Cassandra ne monte pas à nouveau sur le même vol pour sa propre sécurité. « Nous engagerons un avocat, Cass, » jura sa sœur. « Tu ne les laisseras pas s'en tirer comme ça. » Pendant ce temps, la compagnie aérienne s'efforçait de gérer la crise des relations publiques. Quelqu'un du siège social de Delta était au téléphone avec les superviseurs à la porte d'embarquement, essayant de reconstituer la chaîne des événements. Quelques médias locaux avaient déjà des journalistes en route, prévenus par des mentions sur les réseaux sociaux et des appels téléphoniques de passagers. Cassandra décida de voir un médecin. Les ambulanciers arrivés furent doux, confirmant que son épaule était foulée, mais pas gravement. Elle reçut un sac de glace et une recommandation de se ménager. Les ambulanciers insistèrent pour remplir un rapport d'incident officiel, ce que Cassandra accueillit favorablement. La présence de plus de documents la fit se sentir moins impuissante pendant l'examen. 2 policiers de l'aéroport en uniforme arrivèrent, des agents de l'autorité aéroportuaire non affiliés à la police de la ville. Ils étaient calmes et professionnels, et demandèrent à Cassandra sa déclaration. Elle raconta l'incident en entier, sa voix tremblant sous le choc persistant. Ils prirent note des agents de bord et des passagers témoins de l'agression ainsi que de leurs coordonnées. Puis vint la question qui la glaça. « Voulez-vous porter plainte contre l'agent Bryce Thompson ?» Cassandra se figea un instant, consciente que porter plainte déclencherait une bataille plus grande, mais elle savait aussi que ne rien faire équivaudrait à approuver un comportement aussi flagrant. Finalement, elle expira, la détermination scintillant dans ses yeux. « Oui, » dit-elle doucement. « Je le veux. » En arrière-plan, elle entendit un superviseur parler d'un ton urgent à quelqu'un au téléphone. « Nous devons lui faire prendre un autre vol pour Seattle aujourd'hui. »« Non, non, nous ne pouvons pas la laisser bloquer. »« Oui, je comprends que les médias soient déjà là. » Cassandra n'était même pas sûre de vouloir prendre l'avion. L'idée de se retrouver à nouveau dans un espace confiné, à l'ombre du traumatisme qu'elle venait de subir, la suffoquait. Mais elle avait une réunion d'affaires importante le lendemain matin. Y avait-il un moyen de sauver ce voyage ? Un tourbillon d'émotions, de colère, de honte et de résolution la laissait sous le choc. L'heure suivante devint un flou de déclarations et de paperasse.
Elle expliqua sa version de l'histoire au personnel de la compagnie aérienne et à la police de l'aéroport à plusieurs reprises. Thompson était introuvable, probablement escorté dans un espace privé pour interrogatoire. Elle espérait qu'il était détenu pour ses actes, mais elle n'était pas sûre de la façon dont les processus internes fonctionnaient pendant ce temps. Les réseaux sociaux étaient en feu avec l'histoire. Des clips vidéo émergeaient, chacun sous un angle légèrement différent. Cassandra était tirée de son siège. La main de Thompson se serrait sur son bras. Les hôtesses de l'air le suppliaient d'arrêter. Les angles capturaient le choc sur le visage de Cassandra. L'horreur dans les yeux des autres passagers. Une vague d'indignation publique déferla sur Internet. Des activistes de renom, des journalistes et des politiciens retweetèrent les images, exigeant des comptes au milieu du chaos. Elena, toujours aux côtés de Cassandra, lui demanda gentiment si elle voulait parler à quelqu'un de l'équipe de communication d'entreprise de Delta. La compagnie aérienne était prête à publier une déclaration publique. Cassandra hésita, incertaine de savoir si elle leur faisait confiance ou si c'était trop tôt. Finalement, elle décida d'attendre d'être représentée par un avocat. La dernière chose qu'elle voulait était d'être manipulée par une stratégie de relations publiques d'entreprise soigneusement orchestrée. Après avoir discuté avec sa sœur par téléphone, Cassandra accepta de monter à bord d'un autre vol. Le personnel de Delta lui assura qu'il la placerait à nouveau en première classe, qu'elle recevrait un surclassement gratuit, ainsi qu'une compensation pour l'épreuve. À contre-cœur, elle accepta. Elle devait se rendre à Seattle, et si le personnel de bord et la police de l'aéroport pouvaient garantir que Thompson ne serait pas dans cet avion, cela lui permettrait au moins de poursuivre ses projets. Mais son cœur battait fort à la simple pensée de monter dans un autre avion. Alors qu'elle attendait dans le salon de l'aéroport, une poche de glace sur son épaule, le monde au-delà de ce terminal tournait plus vite à chaque minute. Les hashtags montaient en flèche, les chaînes de télévision relayaient l'histoire. Les experts décortiquaient l'incident, certains y voyant un exemple trop courant de racisme systémique, d'autres se demandant s'il y avait plus à dire, mais les preuves vidéo laissaient peu de place au doute. Les actions de l'agent étaient injustifiées et brutales. Un homme âgé en costume bien coupé s'approcha discrètement de Cassandra. « Je suis l'un des avocats qui travaille avec Delta », dit-il en s'inclinant poliment. « Je voulais juste vous dire personnellement que nous ne cautionnons pas ce qui s'est passé. Nous enquêtons. Nous vous croyons, mademoiselle Rutherford, et sachez que nos dirigeants sont conscients de cela. » Elle hocha la tête, trop épuisée émotionnellement pour formuler une réponse. Elle le remercia poliment, mais décida de ne faire aucune déclaration ni de signer aucun document avant d'avoir son propre avocat. Elle bouillait à l'idée que cet homme, qui s'était déjà montré inapte au service, avait en quelque sorte continué à purger son casier judiciaire, apparemment lavé à chaque fois. Et maintenant, elle était sa dernière victime. Une vague de colère montait en elle. Ce n'était pas un événement isolé. Thompson était un abuseur de pouvoir en série, protégé par un système défectueux. Tout le fiasco aurait pu être évité si les rapports antérieurs sur sa mauvaise conduite avaient été pris au sérieux. Cassandra sentit une bouffée de détermination. Elle s'assurerait que cette fois, il n'échapperait pas à ses responsabilités. Elle mit son téléphone en mode silencieux, enfila son pyjama et se glissa dans son lit. Le sommeil vint par à-coups, entre les cauchemars de la silhouette imposante de Thompson la tirant de son siège et les regards brûlants des spectateurs à chaque réveil. Le souvenir la poignardait comme une blessure fraîche. Le matin se leva d'un gris pâle sur l'horizon de Seattle. La bruine emblématique de la ville tapait doucement sur les fenêtres. Cassandra se força à se lever, prit une douche et revit ses notes pour la réunion avec les investisseurs. Elle dut compartimenter et se concentrer sur la tâche à accomplir, même si sa vie personnelle était en plein bouleversement. Elle fouilla dans sa valise à la recherche d'une robe professionnelle, optant pour un ensemble bleu marine qui projetait de la confiance, ne serait-ce qu'à l'extérieur. Au cours d'un petit déjeuner léger composé de toast et de café, elle se prépara pour l'appel téléphonique à venir avec Ed Bastion à 8h15 précise. Son téléphone sonna d'un numéro bloqué. Elle ravala le nœud de l'anxiété puis répondit. « Mademoiselle Rutherford, bonjour, ici Ed Bastion, PDG de Delta. » « Compagnies aériennes, » dit une voix calme et mesurée, « merci d'avoir pris mon appel. Tout d'abord,
Permettez-moi de vous exprimer mes plus sincères condoléances pour l'incident que vous avez vécu. Delta a une tolérance zéro pour la discrimination ou la violence envers ses clients. Cassandra expira. Elle s'attendait à un ton poli et appliqué, et c'est exactement ce qu'elle obtint. Merci d'avoir appelé, Monsieur Bastion, dit-elle en essayant de contrôler le tremblement de sa voix. Je suis sûre que vous comprenez que je suis encore extrêmement bouleversée et que j'envisage mes recours juridiques. Absolument, répondit-il sans hésitation. Et je respecte pleinement vos décisions. Je tiens à vous faire savoir que la position officielle de Delta est que vous avez été traité injustement. Nous menons une enquête interne et coopérons avec les autorités locales. Les déclarations des agents de bord et les preuves vidéo accablantes parlent d'elles-mêmes. L'agent Thompson n'avait pas le droit de vous expulser de votre siège. La mâchoire de Cassandra se crispa à l'évocation du nom de Thompson. J'apprécie le soutien de la compagnie aérienne, mais je ne saurais trop insister sur le fait que cet incident a changé ma vie. Je suis blessée à l'épaule et j'ai subi une humiliation immense, sans parler du traumatisme émotionnel. Les mots seuls ne suffiront pas. Je comprends, répondit Bastion, et j'aimerais offrir au nom de Delta une couverture complète de tous les frais médicaux que vous pourriez encourir. Nous aimerions également vous indemniser pour votre douleur et vos souffrances de manière tangible, au-delà des excuses. Je sais que cela n'efface pas ce qui s'est passé, mais j'espère que cela peut être un pas vers la restitution. Cassandra déglutit difficilement, son esprit se remplissant de 1000 questions. Je ne cherche pas simplement à être acheté, Monsieur Bastion. Je veux une véritable responsabilité. Cet homme a des antécédents d'utilisation de la force disproportionnée et c'est horrible qu'il ait pu me cibler comme ça. Nous partageons votre inquiétude, déclara Bastion solennellement. Nous travaillons avec les autorités d'Atlanta et nous les exhortons à procéder à toutes les accusations ou enquêtes nécessaires. Thompson a été exclu de tous les vols Delta à l'avenir, avec effet immédiat. Je sais que cela ne compense pas votre épreuve, mais j'espère que cela vous apportera un certain soulagement. Nous réexaminons également nos protocoles sur la façon dont les forces de l'ordre hors service sont traitées sur les vols pour garantir que cela ne se reproduise plus. Une satisfaction passagère traversa Cassandra. L'idée que Thompson était sur la liste noire de Delta était une petite mais significative victoire. Qu'en est-il de votre équipage de conduite, demanda-t-elle. Certains ont essayé de m'aider, d'autres sont restés silencieux. Je suis curieuse de savoir comment ils sont soutenus ou formés au cas où une telle situation se reproduirait. Nous proposons des conseils et des formations complémentaires sur la gestion des situations aggravées, notamment en cas de conflit avec les forces de l'ordre à bord, répondit Bastion. Croyez-moi, mademoiselle Rutherford, les agents de bord qui ont été témoins de ce qui s'est passé sont très choqués. Ils se sentaient impuissants et s'en occupaient. Il y eut un silence au téléphone. Cassandra devina qu'il rassemblait ses dernières pensées. Enfin, il dit doucement, « Je tiens à vous dire que si vous avez besoin d'aide supplémentaire, de ressources juridiques, de conseils ou autres, Delta est prête à vous aider. Nous voulons vous soutenir tout au long de ce processus. Si, à un moment donné, vous souhaitez parler publiquement aux côtés d'eux. Delta de cet incident, nous respecterons votre récit et veillerons à ce que votre voix soit au premier plan. » Cassandra hésita, se souvenant du conseil de sa sœur de ne pas se fier aveuglément aux avances des entreprises, mais quelque chose dans le ton de Bastion suggérait de sincères remords. Peut-être que la compagnie aérienne n'avait pas d'autre choix que de se mettre en mode « contrôle des dégâts », mais elle sentit qu'il était personnellement secoué. « J'apprécie votre appel », lui dit-elle. « Mais oui, je prendrai des décisions après avoir consulté mon équipe juridique. Je dois me concentrer sur mon travail. J'ai une réunion dans quelques heures. » « Je comprends parfaitement, » dit-il. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci encore d'avoir pris mon appel et bonne chance pour votre réunion. » L'appel se termina, laissant Cassandra étrangement tiraillée. D'un côté, entendre des excuses personnelles et une offre de dédommagement de la part du PDG d'une grande compagnie aérienne lui a semblé validant. De l'autre, cela n'a pas effacé le traumatisme ni le problème sociétal plus profond en jeu. Combien d'autres agents comme Thompson étaient là, sans contrôle, prêts à victimiser les personnes de couleur ? Elle balaya ses pensées pour l'instant. Finissant son café,
sa réunion avec les investisseurs approchait et elle devait garder son sang-froid professionnel tandis qu'elle fermait son ordinateur portable et rassemblait ses documents. Elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux rebondissements surréalistes de sa vie en 24 heures. Elle était passée d'une voyageuse d'affaires enthousiaste à un symbole d'injustice raciale. Recevoir un appel direct du PDG de Delta était loin de se douter que la suite de la saga allait se dérouler à Atlanta et au-delà. Les enquêtes sur l'agent. Le passé de Thompson allait se décoller couche après couche de corruption dans son département, déclenchant une frénésie médiatique. Quant à Cassandra, elle allait bientôt se retrouver à l'épicentre d'une tempête juridique et culturelle, forcée de parler non seulement pour elle-même, mais pour d'innombrables autres qui avaient enduré des indignités similaires sans aucun recours. La roue karmique tournait, et bientôt elle tournerait avec des conséquences que personne, et surtout Bryce Thompson, n'aurait pu prévoir. Malgré la douleur dans son épaule, Cassandra fit une présentation stellaire aux investisseurs de Seattle. L'adrénaline et la détermination alimentèrent sa performance. Et tandis qu'elle essayait d'ignorer le drame tourbillonnant dans sa vie personnelle, elle sentit les étoiles curieuses de ceux qui avaient reconnu son nom. Le mot avait voyagé vite dans le monde des affaires. Les gens chuchotaient déjà à propos de cet incident d'avion viral. Une fois la réunion ajournée, elle se retira à son hôtel. Elle reçut une rafale d'appels, dont un de son nouvel avocat recommandé par un ami de la famille, qui voulait discuter des prochaines étapes. Les demandes des médias s'accumulaient également, une grande chaîne de télévision nationale avait lancé une invitation pour une interview en direct, plusieurs podcasts et plateformes en ligne de premier plan voulaient son point de vue, et des organisations de défense des droits civiques l'avaient contacté pour l'inviter à prendre la parole lors d'événements ou de rassemblements. C'était pour le moins bouleversant. Cassandra ferma les rideaux de l'hôtel, s'affala sur le canapé et appela son nouvel avocat. Il se présenta comme Samuel, un professionnel calme et méthodique avec une expérience dans les affaires de droit civique. Sympathisants, certains venant d'aussi loin que l'Europe et l'Asie, partageant leurs propres expériences ou offrant simplement des cadeaux de soutien, un ours en peluche d'un groupe de défense des droits des femmes, des paniers de fruits d'une coalition de propriétaires d'entreprises noires, des cartes sincères d'écoliers. C'était bouleversant mais aussi profondément réconfortant. Dans un monde en proie à l'injustice, il y avait encore de la compassion. Malgré tout cela, elle est restée en contact étroit avec son avocat, qui a méticuleusement préparé l'affaire pénale en tant que témoin coopérant et le procès civil contre Thompson, le département de police d'East Haven et peut-être la ville elle-même. L'équipe juridique de Delta Airlines l'a contacté à plusieurs reprises, proposant des règlements pour couvrir ses dépenses et une indemnisation supplémentaire, mais Cassandra est restée ferme, ne voulant pas signer d'accord de confidentialité qui pourrait la réduire au silence. Elle était déterminée à utiliser sa voix pour témoigner ouvertement de ce qui s'était passé. Puis, dans un retournement de situation inattendu, Cassandra a reçu un appel téléphonique d'une vieille amie de l'ex-femme de Thompson. La femme, qui s'est identifiée comme Karen Morrison, a affirmé qu'elle avait des documents prouvant les violences conjugales de Thompson et la preuve que le département l'avait protégée avec les conseils de son avocate. Cassandra a pris rendez-vous pour rencontrer Morrison dans un lieu neutre, dans l'espoir d'obtenir ces documents. La rencontre a eu lieu dans un petit café à la périphérie d'Atlanta. Morrison, une petite femme arrivée, les yeux fatigués, serrant un dossier en papier craft comme si c'était son bouclier contre le monde, reconnut immédiatement Cassandra. « Je suis vraiment désolée pour ce qu'il t'a fait », dit-elle doucement en baissant les yeux. « J'ai essayé d'avertir les gens pendant des années. » Cassandra tendit la main par-dessus la table et lui offrit une pression rassurante. « Merci d'être venu, ce que vous avez pourrait être très important. » Morrison ouvrit soigneusement le dossier, révélant des impressions de conversations textuelles et même quelques enregistrements audio. Chaque élément ajoutait une couche supplémentaire au comportement effrayant de Thompson, aux menaces de violence, au langage à connotation raciale, aux aveux qu'il avait des amis haut placés qui le protégeraient. L'estomac de Cassandra se retourna en lisant le contenu ignoble. « C'est horrible, murmura-t-elle, mais cela aide à prouver un modèle, merci, vous êtes courageuse de partager cela. » Les yeux de Morrison se remplirent de larmes. « C'était un monstre, mon ami. » Son ex-femme a essayé de se défendre, mais le département l'a arrêtée, elle n'avait aucun soutien et je n'ai jamais su comment l'aider.
Mais en le voyant te traîner dans cet avion comme ça, je ne pouvais plus rester silencieuse. Cassandra hocha la tête, l'empathie l'envahissant. Nous utiliserons cela pour nous assurer qu'il réponde pleinement de ses actes, je le promets. Cet après-midi même, elle a remis les preuves à son avocat qui les a intégrées à leur dossier. Les médias ont rapidement eu vent des documents accablants, alimentant un tollé encore plus large. Les groupes de défense des droits civiques ont appelé à une enquête fédérale sur Thompson et son département. L'histoire ne concernait plus seulement Cassandra, elle était devenue un catalyseur pour exposer l'injustice systémique à East Haven et au-delà. À travers tout cela, l'officier Thompson a langui en détention. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait été placé à l'isolement pour sa propre protection, car certains détenus l'avaient reconnu lors d'arrestations antérieures. L'ironie n'a pas échappé au public ni aux médias. Un homme qui avait abusé de son pouvoir de manière si flagrante était désormais soumis au même système qu'il contrôlait autrefois, et les rebondissements karmiques ne s'arrêtèrent pas là. Le maire d'East Haven, qui avait publiquement rejeté les plaintes précédentes contre Thompson, fut bientôt impliqué dans un autre scandale impliquant un détournement de fonds. Le chef de la police, confronté à un examen minutieux, démissionna brusquement en invoquant des raisons de santé. Des journalistes d'investigation suivirent l'argent et découvrirent un par un des liens inquiétants entre le syndicat du département et les politiciens locaux. Les dominos tombèrent, révélant un réseau de corruption qui avait permis à des individus comme Thompson de prospérer sans contrôle. Cassandra, quant à elle, se retrouva propulsée dans un rôle qu'elle n'avait jamais recherché, celui d'une avocate, un symbole de résistance et une voix pour les sans-voix. Elle a été invitée à prendre la parole lors de panels sur la réforme de la police, à participer à des rassemblements visant à renforcer la surveillance et la responsabilité, bien que parler en public n'ait jamais été son fort. Elle a su saisir l'occasion. Son histoire personnelle a donné un visage humain aux discussions politiques. En privé, elle a lutté contre les cauchemars et l'anxiété. Son thérapeute l'a aidée à surmonter le traumatisme. Le souvenir d'avoir été violemment arrachée de son siège la hantait toujours, mais chaque jour qui passait, elle ressentait un sens croissant de sa vie. L'effusion de soutien et sa nouvelle plateforme lui ont donné de la force. Elle a reconnu que le combat ne consistait pas seulement à punir Thompson, mais à empêcher que de futurs Thompson ne prennent racine. Des mois de querelles juridiques et de dépositions ont ouvert la voie au procès de l'agent Bryce Thompson. Le palais de justice d'Atlanta est devenu l'épicentre d'une présence médiatique massive. Des camionnettes de presse bordaient les rues, des caméras étaient installées à chaque coin de rue et des militants brandissaient des pancartes exigeant justice. Chaque matin, lorsque Cassandra arrivait avec son avocat, un silence semblait régner, avant de tomber sur la foule, suivi du doux murmure des journalistes racontant le spectacle à leur flux en direct. À l'intérieur de la salle d'audience, Thompson était assis à la table de la défense, l'air émacié et maussade. Ne portant plus d'insigne ni d'uniforme, il était vêtu d'un costume standard, les cheveux ébouriffés, les yeux rivés nerveusement. Cassandra l'observait de l'autre côté de l'allée, ressentant un mélange de peur et de triomphe. Elle se souvenait trop bien de la férocité dans son regard lorsqu'il lui avait saisi le bras dans cet avion. Maintenant que cette même bravade avait disparu, l'accusation a présenté un dossier accablant en appelant plusieurs témoins. Les agents de bord ont témoigné de l'agression non provoquée de Thompson, les passagers ont partagé des récits de première main de l'expulsion violente de Cassandra, des vidéos diffusées sur un grand écran capturant le moment exact où il l'a tirée de son siège, ignorant les supplications d'arrêter. Chaque image était un coup de poing dans le ventre, forçant Cassandra à revivre cette journée terrifiante, mais elle a gardé son sang-froid, renforcée par la connaissance que la vérité était de son côté. Quand est venu le temps pour la défense de contre-interroger, ils ont tenté de semer le doute. Avez-vous dit quelque chose pour provoquer l'agent Thompson? Une dispute au sujet du siège aurait-elle pu créer un malentendu? Mais la vidéo et les témoignages des agents de bord laissaient peu de place à de tels récits. Cassandra a répondu calmement en répétant qu'elle avait montré son billet et lui avait dit de vérifier auprès du personnel de la compagnie aérienne. Elle n'avait rien fait pour provoquer une telle brutalité. La défense a également tenté de prétendre que Thompson croyait suivre le protocole standard, mais le procureur a démantelé cet argument en présentant des preuves des SMS de Thompson. Le langage grossier qu'il a utilisé lorsqu'il parlait de personnes de couleur, ses références à l'utilisation d'une force supplémentaire lorsqu'il s'agissait de certains passagers.
Au moment où l'accusation a terminé, le récit était clair, Thompson avait agi avec partialité et brutalité sans justification légitime. Les plaidoiries finales ont dressé le portrait sombre d'un homme qui avait abusé de son pouvoir à plusieurs reprises et s'était senti encouragé à le faire à nouveau. La défense est partie avec peu de brins de paille à saisir. Elle a essayé de susciter la sympathie pour la carrière stressante de Thompson et son manque de formation appropriée. Cela a échoué. Le jury a regardé impassiblement. Beaucoup ont vu les images choquantes à plusieurs reprises pendant le procès. La sympathie pour l'ancien officier était difficile à trouver. Après des délibérations qui ont duré moins